c'est difficile d'avancer dans la vie quand tu sais pas exactement où tu vas. Et je pense que c'est l'un des grands problèmes de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils ont des rêves, mais ils ont du mal à les matérialiser en fait. Ils ont du mal à dire par où je commence. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire. Les gens sont pressés aussi. Je vais jouer maintenant tout le temps. Je dis mais fais ta place, fais ta place. Enfin, il y a des gens qui ont des rêves, mais ils préfèrent les rêver. Il y a des gens qui ont des rêves et qui préfèrent essayer de les réaliser. Puis souvent, quand tu joues l'imbécile, c'est pour faire ressortir l'intelligence. Ce que tu dis, c'est l'intelligence. C'est une forme d'ironie, en fait. Ce que tu veux faire ressortir, c'est l'intelligence. Et c'est comme ça que les gens prennent. Et c'est la manière la plus humble de le faire. Parce que si tu arrives et que tu amènes de manière frontale des idées super intelligentes ou des angles super intelligents, les gens peuvent être un peu... Ça permet de pas les prendre de haut, en fait. Voilà, exactement. Bah, ouais. En fait, c'est complètement le rôle du bouffon à la cour du roi, quoi. Bah, un mec qui arrivait, ouais. qui faisait, sous prétexte d'être idiot, faisait passer des messages, finalement. Exactement, voilà. Tu peux pas lui en vouloir parce que tu dis il est idiot. Mais là, tu dis, mais est-ce qu'il est vraiment si idiot que ça, en fait? Est-ce qu'il est pas assez intelligent pour justement avoir compris que le rôle de l'idiot est le rôle le plus intelligent à avoir? Bah, c'est une bonne manière de commencer le podcast. Bah, salut Roman Fraissinet. Bah, salut, très enchanté. Bah ouais, merci beaucoup de venir sur Nouvelle École. Très heureux, merci pour l'invitation. Je te présente rapidement, t'es comédien. Humoriste, ouais. Humoriste, ouais, on dit, ouais. exactement. Mais En anglais, ils disent comedian pour les humoristes. Exactement. Tu fais donc du stand-up. Tout à fait. Ouais. Là, tu as un spectacle qui s'appelle Alors, que tu joues à la Nouvelle Scène. Alors, je joue plus à la Nouvelle Scène, je le reprends le spectacle en octobre. Ok. Et ça va être. Alors, j'ai pas de certitude malheureusement pour l'endroit, donc je peux pas l'annoncer. Mais tout ça sera sur mon Instagram et sur mon Facebook. Je suis sûr que ce sera en octobre. Et ce sera très probablement les jeudis, vendredis, samedis, sur Paris. C'est ton 3e spectacle, je crois? Alors, c'est un mélange de 3 spectacles et des choses qui n'étaient pas dans les 3 spectacles. En fait, j'ai écrit 1 heure par an pendant 3 ans dans l'objectif de faire ce spectacle. Donc, j'ai écrit 3 spectacles. Tu as écrit 1 heure de matériel par an. Voilà. Donc, j'ai fait 3 spectacles, en gros, dans l'objectif d'écrire celui-ci. Et à chaque fois que je me suis dit, OK, ce spectacle-là, je pourrais le faire, ça veut dire j'en suis assez fier. Bon, bah, on le met de côté, on en écrit un autre dont on serait assez fier. Puis on en écrit un autre. Puis là, j'en avais 3 dont j'étais fier et je me suis dit, bon, quel est le meilleur spectacle que je peux créer avec ces 3 trucs? Et je pensais que c'était la meilleure manière d'arriver à un bon premier spectacle. Mais à chaque fois, c'est 1 heure de matériel, tu les jouais? Ouais. Tu les jouais en 1 heure, en entier? Je les jouais en entier. Ok. Ouais. Et tu gardais jamais des bouts du premier pour le mettre. Ça, c'est intéressant. Ça me fait penser à, il y a une vidéo hyper connue de Louis C.K. qui parle de George Carlin. Exactement. Que je mettrai dans les références parce que sinon les gens vont. Et en fait, c'est la mort de George Carlin et Louis C.K. lui rend un hommage. Ouais. Et il lui dit qu'il raconte une histoire où il galérait en fait, Louis C.K. quoi. Il galérait parce qu'il reprenait toujours les mêmes 2 minutes ou 5 minutes de matériel et ça, il essayait de les améliorer mais ça marchait pas tant que ça. Et en fait, il entend George Carlin à la radio qui raconte que tous les ans, il jette tout ce qu'il a, il refait tout ce qu'il a. Ouais. Et c'était un peu dans cette logique que tu disais complètement. Ça. Moi, c'est après avoir écouté énormément de Louis C.K. puis à le voir arriver chaque année avec une nouvelle heure et en fait réaliser que ce qui fait un humoriste, c'est pas ses blagues. Ce qui fait un humoriste, c'est sa capacité à en écrire. Et je m'étais mis comme défi d'écrire un premier 1 heure très tôt. Le premier 1 heure que j'ai fait, j'avais 21 ans. Et j'ai réalisé. Et je me pensais pas capable de le faire. Pourquoi? Parce que c'était gros en fait. Mais je me suis dit bon, je me sens pas capable de le faire, donc ça va être ça l'objectif. Donc j'avais booké la salle dans un festival, c'était sûr, c'était annoncé, il fallait que je fasse, j'avais pas le choix. Et en fait, me mettre dans cette situation-là, ça m'a fait progresser énormément. Et je me suis dit bon bah regarde comment on a progressé, on va le refaire. T'as booké la salle pour être sûr d'écrire le spectacle, c'est ça? Ouais. C'est bien, ça. C'est un truc que tu fais régulièrement, de mettre la contrainte pour être obligé de. Complètement, ouais. Je pense que après, je pense que c'est propre à chacun, mais je reste persuadé que la meilleure manière d'avancer, c'est de se mettre la pression soi-même. Il faut soi-même se fouetter, tu vois. Faut pas attendre qu'on nous mette les exigences. Il faut se les mettre tout seul. Parce que personne va le faire pour toi, sinon. Personne va le faire pour toi. Moi, je sais que je marche beaucoup à la pression. Alors justement, il y a. Bon, j'ai oublié. Là, j'ai pas fini ma présentation, mais je voulais dire qu'aussi maintenant, depuis janvier, tu es chez Click Dimanche et que tu fais ce qui s'appelle les dernières minutes. Exactement. Ouais. Où tu fais un petit sketch à chaque fois en rapport avec l'actualité. Sur l'actualité, exactement. Ouais. Et mais je voulais donc parler de ça quand tu parles des contraintes. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu un énorme rôle dans ton parcours, finalement, c'est ton père. Ouais, beaucoup, ouais. Et c'est intéressant sur cet aspect de contrainte aussi, parce que je crois qu'il t'a inscrit, en fait, au festival de Juste pour Rire à Montréal quand tu avais 15 ou 16 ans. Parce qu'il a capté que tu voulais faire des blagues, en fait. Exact. Mais même avant ça, en fait, c'est lui qui a mis cette mentalité dans ma tête, en fait. Mon père m'a toujours fait fonctionner par objectif. En fait, ce qu'il l'a mis dans ma tête, c'est transformer ses rêves en objectifs. Et très tôt dans ma vie, il l'a fait. C'est-à-dire, quand j'étais très jeune, il me disait, bon, cette année, c'est quoi l'objectif? Et on discutait ensemble. À partir de quel âge? À partir de très tôt.
À partir de vraiment très tôt. Il y avait un objectif par an, quoi. Il y avait plusieurs objectifs par an sur différents aspects. Puis l'objectif, c'était de les atteindre, en fait. Et j'étais très paresseux et on a mis du temps avant de trouver les objectifs qui m'intéressaient. Qu'est-ce que tu appelles très paresseux? Bah, parce qu'en fait, si j'aimais pas ça, en fait, j'avais une très grande capacité à m'en battre les couilles. Et j'ai toujours cette capacité. Mais sauf que il faut juste trouver les choses dont tu te bats pas les couilles, en fait. Et tu crois que que pour lui, c'était conscient de de chercher comme ça des objectifs pour justement arriver à trouver ce qui te plaisait? Bah, je pense que c'était conscient dans l'objectif de me mettre dans un certain état d'esprit. Dans le truc il faut se fixer des choses à atteindre et qui sont un petit peu au-dessus de ce qu'on pense être capable de faire. Comme ça nous fait progresser, en fait. Et ça permet d'avoir des visions, en fait. Ça veut dire quoi? Parce que c'est difficile d'avancer dans la vie quand tu ne sais pas exactement où tu vas. Et je pense que c'est l'un des grands problèmes de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils ont des rêves, mais ils ont du mal à les matérialiser, en fait. Ils ont du mal à dire par où je commence, ou par où on va, ou par où j'arrive. Et donc, je pense que c'est très important de matérialiser les objectifs. Tu vas transformer ton rêve en objectif. Complètement. Complètement. Et en étapes. Moi, le premier truc que je me suis dit, je vais être humoriste. Super. Il faut que je monte sur scène. Donc, le premier objectif, ça a été d'écrire un premier truc. Puis ensuite, d'en écrire plus. Puis ensuite, que ce soit bon, puis que ce soit excellent. Puis ensuite, qu'il y ait des gens, puis qu'il y ait tant de personnes. Et le truc, c'est que à chaque fois, tu décomposes? Je décompose beaucoup, ouais. Je décompose beaucoup. Et je travaille dans ce sens-là. Et j'essaie de faire. En fait, c'est comme si on naviguait un bateau. Je choisis des caps, en fait. Je me dis, OK, l'objectif de cette année, c'est développer le niveau, par exemple. Donc, cette année, je vais faire en sorte que mon niveau de blague, il soit à ce niveau-là. Et là, je vais travailler dans cet objectif-là comme un fou. Tu sais que c'est hyper intéressant parce que j'ai lu plusieurs bouquins récemment sur ce sujet-là. Le pouvoir de l'intention, par exemple. Ça a tout un rapport avec ça aussi. Parce que je pense qu'à partir du moment où on matérialise ses objectifs, on voit dans tout ce qui nous arrive des moyens de s'en rapprocher. Parce que ça devient clair ce qu'on cherche. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à, comme je disais, matérialiser exactement ce qu'ils veulent. Et c'est très important de s'asseoir et de dire, bon, qu'est-ce que je veux? Et de faire la réflexion, qu'est-ce que je veux? Et de l'écrire sur un papier. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout, en fait, ce qu'ils veulent. Mais si, moi j'ai beaucoup vécu ça, où j'ai beaucoup connu des gens qui avaient ce problème-là. Ils se disent, bon, c'est sûr que c'est pas ça que je veux, tu vois, ce qu'ils font actuellement, ouais. Mais ils savent pas encore ce que c'est qu'ils veulent, tu vois. Alors, dans ce et j'ai l'impression que le truc qu'a fait ton père, finalement, de te donner des objectifs, est-ce que ça a pas permis de savoir plus vite ce que tu voulais en essayant plein de trucs que peut-être t'aimais pas ou dont tu te foutais? Ah, je sais pas, mais peut-être, je pense que ça a influé. Après, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai su quand même très tôt. Très tôt, j'ai su que c'était ça. Et puis, quand il a vu que c'est là-dedans que j'étais capable de travailler sans que ça me dérange, il s'est dit, bon, c'est là-dedans qu'il faut qu'on l'incite à aller. Mais il m'a incité aussi à beaucoup d'indépendance, à me sortir de cette zone de confort, à se mettre dans des problèmes, en fait, à grandir vite. Et donc, quand justement, il me trouve le contact pour que j'aille à Montréal et que je fasse assistant de production pour le festival Juste pour Rire, c'est ça l'objectif. Il m'envoie là-bas pour matérialiser ce que je veux faire. Pas que je reste dans un salon à voir des humoristes et me dire j'aimerais bien faire ça. Il me dit tu veux bien faire ça? Bon, va voir à quoi ça ressemble alors. Attends, mais c'est incroyable parce qu'il t'envoie à l'étranger, ouais. Tout seul. Tout seul, 16 ans. Ouais. Ouais. Et toi, à ce moment-là, tu te sens comment? Ah, moi, je suis très chaud. Mais il m'a toujours élevé dans cet objectif d'indépendance et de liberté. Moi, très tôt, je pouvais ça. En fait, il a été extrêmement sévère quand j'étais très jeune. Et ça a fixé des bases. C'est-à-dire j'avais une peur bleue de mon père quand j'étais jeune. Parce qu'il était vraiment extrêmement sévère. Dans le sens où il y a des choses ça ne passe pas, ça ne passe pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça a scellé des choses dans ma vie très tôt. Et donc, j'avais très tôt mon cadre de valeurs établi. C'est important, c'était quoi, par exemple, ces choses qui passaient pas? Alors, il y avait beaucoup de choses. L'impolitesse, déjà, c'était incalculable. Ça, c'était très, très grave. La manière avec laquelle tu prends ta place dans des situations sociales. Mais je le mettrais dans l'impolitesse aussi. C'est par exemple un manque d'écoute, je sais pas, prendre trop de place, de la paresse, du manque de respect aussi envers des gens, manque d'humilité aussi. Manque d'humilité, c'était très grave. Très, très, très grave, ça. L'arrogance, tu veux dire? L'arrogance, ou prendre des gens de haut. Ou alors laisser des gens te prendre de haut. Ah ouais, dans l'autre sens aussi? Dans l'autre sens, c'est ce que tu apprends avec l'humilité. Quand tu prends des gens de haut, c'est probablement que tu laisses des gens te prendre de haut. C'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, mais Tu peux justement m'expliquer pourquoi? En fait, c'est pareil, comme les gens qui ont peur de se faire juger, ils devraient se demander est-ce que c'est pas des gens qui jugent? Je pense que souvent, on est nos propres bourreaux, en fait. Et si on prend des gens de haut, si tu le vois très bien, ça se voit beaucoup dans des modèles d'entreprise, par exemple, ou dans des groupes. Quand tu rentres et que tu es le nouveau, ok, les gens qui font la misère, c'est les gens qui se chient dessus devant l'autorité et les gens qui sont plus hauts qu'eux. Tu vois, je vais être très vulgaire, ok? Mais ceux qui te crachent dessus quand tu es en bas, c'est ceux qui vont te sucer la bite quand tu seras en haut. Ok.
Et, et, et ça, faut oublier ça, en fait. Dans le sens où il faut se poser la question, il faut laisser personne te cracher dessus et il faut se laisser sucer par personne. Il faut laisser personne te mettre au-dessus de lui et il faut laisser personne te mettre en bas de lui. Alors comment ça se fait en pratique de pas laisser... Quand tu dis se laisser sucer par personne, c'est par exemple... Les ramener au fait que ce que tu as travaillé pour l'avoir et c'est du mérite et qu'au final c'est à leur portée aussi. Ça, c'est un bon moyen. Juste les remettre à la réalité des choses. Tu dirais à chaque fois abolir la distance un peu que les gens mettent entre toi et eux, par exemple. Complètement. Et leur dire non, mais il n'y a pas de distance, en fait, c'est du travail ou c'est juste exactement. Rationaliser tous ces trucs-là, en fait. Complètement, les mettre face à la réalité, de faire que si tu es en succès, tu n'es pas un surhumain et si tu es en échec, tu n'es pas un sous-humain. C'est tout. Donc ça, c'est des choses qui étaient ancrées très tôt chez toi. Très tôt, ouais. Comment ça se fait que ton père avait cette approche-là? C'était un truc qu'il appliquait dans sa vie à lui? Je pense qu'il y a des valeurs que ses parents à lui ont données aussi. Mon père vient du sud de la France. Ses parents étaient artisans. Et puis lui, très tôt, il est parti en internat. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu nous retransmettre. Il est parti très tôt en internat et il a gagné une grande indépendance grâce à ça, en fait. Se retrouver seul, il a trouvé ça douloureux, mais ça l'a fait grandir très vite. Et je pense qu'il a compris ça. Et après, il est arrivé à 20 ans tout seul à Paris. Mon père est parti de pas grand-chose, comme tout le monde au final. Et est arrivé à un statut social qui est très respectable aujourd'hui et à force de travail et d'humilité. Et aussi parce qu'il avait ses valeurs d'indépendance. Il a pris des risques et puis il a travaillé seul. Il est arrivé à Paris tout seul, il avait 20 piges, tu vois. Et ça, je pense qu'il est très conscient du rôle que ça a dans sa réussite. Donc il a voulu très tôt nous le mettre à nous. Moi, très tôt, il m'a envoyé, comme je te disais, tout seul dans des endroits où il m'a incité à me débrouiller, en fait, à être ma propre autorité. Donc en fait, quand tu as 15-16 ans, tu as quel âge? 15 ans, 16 ans quand tu pars? Ouais, j'ai à peu près 15-16 ans. Ouais. Quand tu pars là-bas, finalement, tu es déjà prêt en quelque sorte. Je suis encore jeune, mais j'ai déjà des armes dont je peux me servir. Et là-bas, je trouve quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que donc tu vas au festival juste pour rire, ouais. Et en fait, tu y vas gratos. Parce qu'en fait, oui, je leur dis, pour qu'ils m'acceptent, je leur dis, je suis prêt à le faire bénévolement. Et tu dis ça à une production, évidemment, ils vont dire bah oui. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça te permet le fait d'arriver gratuitement et ensuite, je crois que tu vas vraiment essayer de te rendre utile le plus possible. Ouais. Ça te permet justement de rentrer et de rentrer en tant que partie intégrante de ce festival en fait. Et du coup, tu vas pouvoir participer à tout en fait, non? Bah oui, parce qu'en fait, moi, tu sais, comme j'arrive là, puis je suis pas motivé par l'argent. Je suis motivé par la passion. C'est-à-dire que moi, tout ce qu'on me donne, je suis prêt à le faire. S'il faut faire 10, je ferai 20. Tu vois ce que je veux dire? S'il faut arriver à 8 heures, je serai là à 7 heures. S'il faut partir à 10 heures, je partirai à 11 heures. T'avais déjà quand même une grosse discipline, toi, non? Mais j'étais passionné, en fait. Si tu m'avais demandé cette discipline à l'école, je te l'aurais jamais fournie. À l'école, j'avais des bonnes notes parce que j'avais de la chance. Mais j'ai jamais foutu rien de travail. J'ai jamais travaillé plus que ce qu'on me demandait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis arrivé à un moment donné où je réalisais que je le sentais pas comme un travail, en fait. Moi, c'était un kiff. Et donc, évidemment, je voulais tout voir, tout savoir, tout chercher. Je voulais me rendre utile, en fait. Je voulais mettre mes efforts à fond, tu vois. J'avais l'impression que j'avais un truc à faire. Ça, c'est quelque chose que je pense tout le monde doit pouvoir appliquer, en fait. Si tu es intéressé par quelque chose, de te rendre utile dans le sens où presque tu t'oublies un peu, quoi. Tu te mets complètement au service du truc. Ben oui, mais parce que tu trouves une joie là-dedans qui est extrêmement satisfaisante. Moi, t'as l'impression de te réaliser. En fait, moi, je trouve qu'il y a un des grands problèmes. Je sais pas si c'est qu'en France. Mais je trouve qu'on se méprend un peu sur le rôle du travail dans la vie de quelqu'un. Pour moi, le travail, c'est une manière de se sculpter soi-même, en fait. C'est une manière de se réaliser. En affrontant des épreuves professionnellement, on devient un être humain différent. C'est ça, pour moi, le vrai rôle du travail. Il faut devenir un maître dans une discipline. Et quand tu deviens un maître dans une discipline, dans la vie, ça a des effets sur toi. Et je pense qu'il est là le vrai rôle du travail. Il est prendre une vraie place dans la société et faire de toi un humain que tu préfères, en fait. Quand tu dis devenir un maître, c'est un peu genre en mode samouraï, quoi. Mais il y a un peu cette mentalité-là, ouais. En fait, devenir quelqu'un qui peut enseigner. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quelqu'un qui peut devenir inspirant. C'est comme ça que je vois la définition du maître. Et là-bas, du coup, quand tu es arrivé là-bas, tu faisais quoi, en fait? Tu faisais tout? Je faisais tout. Au début, j'étais très proche j'étais affilié à la partie production. Tout ce qui est production, ça veut dire qu'on est sur l'oseille, on est sur amener des dossiers, aller chercher de l'eau, aller chercher des trucs, etc. Et très rapidement, je voulais travailler plus que ce qu'on me donnait. Donc, je suis allé voir la partie artistique. Donc là, s'il fallait aller chercher des trucs pour les artistes
j'étais là. S'il fallait accompagner des artistes, peu importe où, les chercher, j'étais là. Je te coupe parce que c'est hyper intéressant ça. En fait, tu étais dans la partie que presque tout le monde aurait tendance à décrire comme un peu chiante du truc. Et Essentiel. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, on se rend compte dans ce que tu racontes que en faisant plus, tu arrives à accéder aux autres parties du truc en fait. Parce que souvent, je pense que on peut se dire, où il y a des gens qui se disent en tout cas, moi je me le suis déjà dit, c'est ah ouais non mais ils m'ont mis dans la partie nulle, tu sais. Ouais, mais si tu l'as fait bien, on va te donner les parties cool. Mais en fait, je pense que c'est comme si ça t'était dû d'être dans la partie cool, alors qu'en fait, que ça se mérite. Ça se mérite, oui. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a toute cette idée. Et puis c'était pas si nul. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas forcément la partie qui m'intéressait le plus à la base, mais j'étais fasciné de voir tout ce qu'il y avait derrière, en fait. Tous ces gens que, tu sais, on arrive dans un spectacle, on voit quelqu'un sur scène, on a l'impression qu'il y a que lui. À la limite, on est au courant pour le manager et la régie. On se dit, c'est ça, l'industrie du spectacle. Mais pas du tout. Cette salle, il a fallu la remplir, il a fallu la louer, il a fallu faire la promotion. Il faut s'occuper d'énormément de choses. Et ça, c'est des gens derrière qui travaillent très fort aussi. En fait, c'est un peu une école pour toi déjà ce truc. Ouais. Pour moi, c'est une masterclass. Et quand t'es là-bas, tu fais que ça. Que ça. Je calcule rien d'autre. T'imagines, je suis à 16 piges tout seul à Montréal, qui est une ville de fête. Et je calcule rien. Je fais que taffer. J'ai une tante qui vit là-bas, qui m'avait hébergé, elle m'a prêté un vélo. Je partais à 7h du matin en vélo, je rentrais à 2h du matin le soir en vélo. Je dormais, puis je partais. C'est tout ce que je faisais. C'était fou. Tu te disais déjà à ce moment-là, je veux faire des blagues. Ouais. Ok. Mais j'avais pas encore eu je vais dire les couilles, mais c'est ça, j'avais pas encore eu les couilles de le marquer dans le béton, tu vois. Dans le sens où à l'école, on me disait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je disais comédien. Je disais humoriste. Je disais, tu vois, je le disais. Mais j'avais pas encore Qu'est-ce qu'on te disait quand tu disais ça? Les gens me disaient c'est compliqué, c'est nanana, pourquoi tu fais des études scientifiques? C'est ce que je veux dire, parce que j'étais en S. Donc on me disait pourquoi ça, c'est compliqué, nanana, les gens ont beaucoup de... Mais je m'en foutais en fait. Je me disais, mais tu veux faire quoi toi? Tu fais ce que tu veux. Moi je te dis c'est ça que je veux faire, Qu'est-ce que je m'en branle de ce que t'en penses? Moi ça changeait pas grand chose dans ma tête en fait. Et en fait, après, t'es tombé sur. C'est une histoire que tu racontes souvent, je crois, mais t'es tombé sur Baptiste Le Caplin. Exactement. Qui est un humoriste qui était dans Bref de cette bande-là. Exactement. Puis ça rejoint ce qu'on dit de quand tu mets plus d'efforts, il t'arrive des trucs intéressants. Dans le sens où moi, ce soir-là, on m'avait dit tu peux partir à minuit. Moi, j'avais dit non. Moi, je vais rester. Et j'étais resté jusqu'à au moins 2h du matin. Et j'avais aidé des gens à nettoyer des loges ou faire des trucs. Et un soir, justement, je nettoie cette loge. Et il y a Baptiste qui revient dans sa loge. Et je lui dis écoute, j'ai envie de faire des blagues et je suis parisien et il me a pris un bout de papier, 3 endroits où jouer, il a écrit ça sur un papier, son mail et il m'a dit vas-y. Et là dans ma tête c'était c'est possible. Lui il venait de faire 2 standing ovations extraordinaires devant 3000 personnes et je me dis c'est bon on y va, on va le faire. Ça c'est hyper intéressant. Je me souviens que quand j'ai fait un stage à une époque à San Francisco dans une boîte, tu vois, une start-up. Et là, par contre, j'étais vraiment à fond. Puis encore une fois, j'étais à l'étranger. Du coup, j'avais pas spécialement autre chose à foutre que d'aller bosser, tu vois. Il y a ça aussi. Je pense que sortir de tout ce cadre familial et du cadre de tes potes, ça t'aide énormément à réaliser tes objectifs. Parce que sinon, t'es toujours sollicité par des anciens trucs ou des choses qui... Exactement. Puis c'est plus facile de chiller. Puis t'as le regard de tes amis aussi sur toi, qui peut être très favorable, comme qui peut te ralentir. Je sais pas que tes amis qui te ralentissent, c'est toi qui te ralentis avec le regard qu'ils ont sur toi, tu vois. Ça, notamment si tu fais un truc créatif ou artistique où il y a beaucoup d'ego finalement dedans. Oui, et puis t'es nul au début. Et donc je me souviens que je restais souvent tard le soir je me retrouvais juste avec le boss de la boîte quoi. Et en fait il s'est passé des trucs de fou mais tellement de fois, mais genre à minuit tu vois, 1h du matin alors que tout le monde était parti depuis des heures et des heures. Genre il m'emmenait avec lui voir des trucs que j'aurais jamais vu sinon et c'est vrai qu'il y avait ce côté où si tu pousses le truc un peu plus loin, c'est là que c'est dans les derniers pourcentages que tout arrive, tu sais. Elle est là la valeur ajoutée. Ouais. Exactement. Mais ça implique de savoir aussi vraiment ce que tu veux, parce que dans un sens, tu l'appelles pas forcément sacrifice quand tu le vis, si tu sais vraiment que c'est ce que tu veux. Ouais. Mais il y a un côté sacrifice quand même, par exemple. Mais il y a des sacrifices qui valent la peine. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste le côté sacrifice au premier sens du terme, dans le sens où tu investis quelque chose pour récupérer autre chose. Et des fois, tu sais même pas ce que tu vas récupérer. Ça peut être des sacrifices de temps, ça peut être des sacrifices de relations, des sacrifices d'argent, peu importe. Mais des fois, ça vaut beaucoup la peine. Qu'est-ce que tu penses que tu as décidé de sacrifier, toi, consciemment? Beaucoup de ma vie personnelle. Mais en même temps, et là où la vie a été extrêmement généreuse avec moi, c'est que j'ai retrouvé... j'ai sacrifié beaucoup de ma vie personnelle. Tu veux dire amoureuse, etc. Amoureuse et amicale. Mais j'ai récupéré dans ce milieu des amis aujourd'hui extrêmement précieux et j'ai aujourd'hui une vision de l'amour que je préfère. Et voilà. En fait, j'ai sacrifié le confort. Et aujourd'hui, j'ai plus que ça.
J'ai la liberté. Et ça, là, ça vaut très cher. Le confort, tu veux dire, c'était les amis qui étaient naturellement là ou les... Ouais, ou alors, tu sais, un espèce de truc où tu te poses pas de questions. T'es ni en danger, ni en sécurité. T'es dans un truc que tu maîtrises. Tu vois ce que je veux dire? T'es dans quelque chose où, voilà, tu te réveilles le matin en te disant, sans te dire, ça se peut qu'il m'arrive des dingueries aujourd'hui. Tu vois, t'as une vision sur plus ou moins le long terme. Elle te fait pas forcément rêver, mais elle est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le confort. Donc toi, ce que tu as choisi, en fait, c'est d'enlever ça. Ouais, de galérer. De galérer. Tu t'es dit consciemment, je choisis de galérer. Ouais. Mais parce que c'est assez inconscient. Mais j'ai choisi de galérer. Mais je me disais, ça vaut la peine, cette galère-là, elle vaut la peine. En fait, ce que j'ai choisi, c'est les objectifs. Je me suis dit, je veux aller là-bas. Bon, bah, le chemin qui est devant moi, il est semé de galères. Mais je m'en fous. Si c'est ça le seul chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Bon, bah, on va prendre ce chemin, qu'est-ce que je te dis? Est-ce que ça t'arrivait de te dire, oula, l'objectif, il est trop difficile, là je me suis gouré? Non. Non. Non, parce que si tu n'arrives pas à remplir l'objectif, tu as quand même avancé. Tu vois ce que je veux dire? Et puis tes objectifs, ils changent. Tu peux réaliser que tu t'es trompé sur ton objectif aussi. Ça t'est déjà arrivé? Ouais. C'est-à-dire, t'as un exemple? Bah, pendant un moment donné, quand je suis sorti de l'École nationale de l'humour, là, j'écrivais énormément et je travaillais énormément. Il y a des personnes qui sont sorties en même temps que moi qui ont rencontré plus de succès. Et moi, j'avais l'impression que le succès, c'était important à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai fait ce choix de non, c'est le niveau, c'est le contenu qu'il faut. Et j'ai réalisé que j'ai eu raison. En fait, comment dire? Pendant un moment donné, le manque de reconnaissance de mon travail, ça me dérangeait. Et finalement, je m'étais trompé. Dans le sens où non, j'étais dans les meilleures dispositions pour travailler des choses. En fait, j'étais trop pressé. Il m'est arrivé d'être trop pressé. Là-dessus, je me suis trompé. Il m'est arrivé d'être trop pressé. De vouloir des choses qui sont futiles. Et la vie, par chance, m'a apporté des choses qui sont essentielles. Est-ce que quand tu commences comme ça et que tu as le sentiment de ne pas être reconnu à ta juste valeur et que d'autres sont reconnus plus vite, surtout dans les trucs créatifs, est-ce qu'il y a des frustrations qui naissent ou des jalousies, des trucs comme ça? Ouais, mais je pense que c'est quelque chose que tu vas affronter quoi qu'il arrive si tu as beaucoup d'ambition. Et c'est quelque chose qu'il faut réussir à maîtriser. Je pense que c'est même un test. Comment ça? Bah, dans le sens où tu as l'impression d'être au niveau et tu n'as pas l'impression d'avoir cette reconnaissance. Tu as deux manières de le prendre. Soit tu fais naître en toi beaucoup d'amertume et dans ce cas-là, tu resteras dans quelque chose de très sombre et tu sortiras jamais de ce sentiment. Soit tu dis, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être reconnu pour mon travail? Et au final, tu réalises que tu avances et tu regardes en arrière et tu dis, bah, si j'étais pas reconnu, c'est parce que j'avais pas le niveau. Ouais. Bah oui, mais oui, c'est tout. Et que donc les autres avaient le niveau? Ouais. Ceux qui étaient reconnus? Ouais, exactement. Et donc en fait, il faut arriver à... Est-ce qu'il faut arriver à regarder leur travail pas en se sentant... Moi, je pense que reconnaître le génie des autres, c'est un des trucs principaux pour commencer à observer le sien. Il faut, surtout dans des disciplines artistiques où il y a beaucoup d'ego, où tu vois quelqu'un qui réussit très fort et tu peux te dire il a de la chance, tu peux te dire pourquoi lui pas moi. Et je pense qu'il faut se dire la seule chance qu'il a eue, c'est de travailler assez fort pour arriver à ces fins-là. Et pourquoi lui pas moi? Parce qu'il le mérite, c'est tout. En fait, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a tout un aspect de long terme, en fait. Complètement. Tout faire sur le long terme, quoi. Bah, quand tu dis, tu sais, faire ça, faire comme un maître, et ensuite quand tu dis les bonnes raisons, et ensuite quand tu dis le niveau, bah oui. À chaque fois, c'est une histoire de long terme, en fait. Complètement. Je pense pas qu'il faut être dans le... Bah surtout à mon âge, en fait. Surtout quand tu parles... À 24, là, c'est ça? 24, ouais. Surtout quand tu es en construction d'une carrière, en fait. En fait, moi, je pense qu'il faut... Ce qui détermine la qualité d'une œuvre, c'est son intemporalité. Si tu écris une blague qui fait rire dans 20 ans, bah t'as réussi, tu vois. Et des fois, il y a des trucs plus ponctuels qui vivent un succès plus immédiat, mais tu t'es un peu tiré dans le pied. En fait, c'est la théorie de l'escalier ou de la catapulte, tu vois. Ah non, je connais pas. Bah, soit, elle n'existe pas. C'est un peu, je crois qu'on l'a inventé. Mais il y a des gens, ils se catapultent. Dans le sens où ils montent sur une catapulte, ils montent en haut, ça va très vite, très fort, ils sont très hauts, sauf qu'à un moment donné, ils arrivent au sommet, ils réalisent qu'il n'y a rien qui les tient. Et là, ils tombent, et dans leur chute, ils n'ont rien pour rattraper, pour les tenir. Et quand tu prends l'escalier, et en plus, c'est une catapulte ça ne prend pas beaucoup d'efforts. Et alors que l'escalier, ça prend plus de temps, tu galères, il y a beaucoup de marches. Sauf que quand tu es en haut, bah, tu es sur du solide, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sur des choses qui sont là. Tu peux t'arrêter là, admettons, et tu seras encore là. Et tu peux continuer de monter. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je préfère, moi. Vaut mieux mettre des briques dans sa vie plutôt que sauter, tu vois? C'est une bonne théorie. Comment t'appliques tu dis qu'à un moment, peut-être tu te trompais d'objectif. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé maintenant dans ta manière de bosser ou d'appréhender tout ça qui fait que tu es
pour être sûr d'être toujours finalement sur le bon objectif et sur le long terme? Bah alors ça, c'est un combat un peu de tous les jours, en fait. C'est ça que j'ai apprivoisé, en fait. C'est cette idée que c'est jamais fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est jamais fait pour toujours. C'est quelque chose que tu dois toujours entretenir. C'est toujours du travail, toujours de la remise en question. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi qui est frustrant, mais en même temps, c'est ça qui est beau. C'est que, tu sais, quand admettons, t'écris ton premier sketch qui cartonne. Il cartonne. Et là, tu te dis, bon, bah, il faut que j'en écrive un autre qui cartonne. Sauf que si tu utilises le même processus que tu as utilisé pour le premier sketch, il va être soit aussi bon, soit mauvais. Soit moins bon. Si tu veux être meilleur, il faut que tu changes la manière avec laquelle tu travailles. Donc, tu dois être en perpétuelle introspection sur ce que tu fais. C'est comme si tu repartais toujours à zéro, mais avec des meilleures armes. Tu repars à chaque fois à zéro, mais avec l'expérience de ce que tu as vécu avant. Il doit y avoir des moments un peu de doute ou flippant, non, du coup? Ouais, mais c'est amusant. Ouais. Moi, je sais que je pense pas que je ferais ce métier si ça faisait pas aussi peur. C'est quelque chose qui me fait kiffer. Parfois, il y a la tentation de refaire ce que tu as fait et qui a marché. Ouais, mais après, je m'amuse pas. Ou je m'amuse moins. Et comme je m'amuse moins, j'amuse moins les autres. C'est ça ton indicateur pour savoir si tu vas dans la bonne direction? Le plaisir que tu prends? Et celui que tu donnes. Parce que c'est. Oui, parce que tu as les deux, toi, du coup. Exactement, c'est très difficile à dissocier. Tu vois, tu sais, il y a des blagues que moi je trouvais extraordinaires et personne n'a jamais ri. Du coup, c'est pas des bonnes blagues. Du coup, bah, c'est pas des bonnes blagues. Celles qui sont bonnes, c'est celles que moi je kiffe et que les gens y kiffent. Tu vois. Par contre, si je la kiffe pas, mais les gens la kiffent, je pense pas que je vais la faire. Tu peux pas le faire que pour toi et tu peux pas le faire que pour le public. Voilà. Faut que tu arrives à trouver un terrain d'entente. Je pense que oui. Ok. Et c'est parce que je t'entendais parler dans une interview, je crois, de la manière dont tu. En fait, juste là, on parle de ce qui fait qu'une blague est drôle, en fait. Donc, ça peut être intéressant de parler de ça parce que tu disais justement qu'au départ, dans une vanne, tu pensais peut-être qu'il y avait que les mots. Et ensuite, tu apprends à bosser tout le reste, en fait. Bah oui. Ça, putain, moi, j'ai un prof à l'École nationale de l'humour. Ah bah attends, mais parlons de ça parce que je suis désolé. On va revenir en arrière un tout petit peu. Parce que tu as fait l'École nationale de l'humour au Québec, à Montréal. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que c'est une école unique en son genre. Bah ouais. Et en plus, c'est un genre de laboratoire de professionnalisme un peu, non? Bah en fait, il y a un processus d'audition qui est qui est dur quand même. Tu vois, sur 300 personnes, ils en prennent 12. Tu fais une première audition, c'est très sélectif. Tu fais une première audition, là, si t'es prise, ils en prennent 20. L'audition, tu fais juste un sketch de 5 minutes devant 3 personnes. Et finalement, tu as un stage où tu fais plein d'exercices d'impro, de trucs et tout. Ils vont voir un peu tes aptitudes. Et finalement, là, si t'es pris dans la moitié, en fait. Ils en prennent entre 10 et 14, tu vois. Et c'était formidable, en fait, parce qu'ils t'apprennent... Toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu as été pris, tu penses? Moi, j'ai commencé déjà à jouer beaucoup à côté. Je suis arrivé à 18 ans à Montréal, à l'université. J'y allais très rarement. Je faisais que écrire dans les cafés, jouer dans les bars. Puis j'avais commencé à jouer beaucoup dans les soirées d'humour. Ah, depuis ta rencontre avec Baptiste Le Caplin, finalement, tu avais commencé à jouer. En fait, j'ai commencé à jouer à Paris. Quand je suis revenu de Montréal pour la première fois, j'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans. J'ai passé mon bac à Paris. Et là, je me suis dit, bon, je vais être humoriste, c'est sûr. L'état d'esprit de Montréal, il me fait kiffer. Je vais être loin de ma famille, loin de mes amis. J'aurai une seule chose à faire, c'est devenir bon. C'est la meilleure chose qui peut m'arriver. Ah, donc tu t'es remis dans un cadre, en fait, consciemment, un cadre où tu étais obligé d'être là pour être un pro, quoi. Et mon père m'a accompagné là-dedans, évidemment. Mais c'était ça l'objectif. Je me suis dit, bon, bah, c'est ça qu'il faut. Donc encore une fois, il y a un côté sacrifice de j'enlève le confort, ça m'intéresse pas. Voilà. Et je veux la performance dans mon truc, quoi. En fait, le confort, je veux le récupérer. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas le garder. Le confort, je veux qu'il me soit rendu plus tard. Je pense pas que quand t'as 20, 30, même 40 piges, le confort, ce soit ce que tu cherches, tu vois. Moi, je veux du confort que si un jour j'en ai 70, 80. Là, mets-moi du confort. Je suis un yeux. Mets-moi du confort. Tu vois ce que je veux dire? Mais à 20 piges, mon confort, il est déjà là. Je suis en santé, je suis jeune, j'ai tout devant moi. Tu vois, faut pas se tromper de confort. Et donc, ce sacrifice, entre guillemets. Mais quand je vois aujourd'hui les résultats que ça a eu, je me dis, c'est pas vraiment un sacrifice parce que ça a eu. C'est pas le bon mot, en fait. C'est un choix, quoi. Ouais, c'est plus de l'investissement, je dirais. Plus ça. Et donc, c'est ça. Je commençais à jouer beaucoup dans les bars à Montréal. J'avais déjà appris par moi-même, en fait. Et donc, quand je suis rentré à l'école, j'avais un peu de niveau. Et je pense que ça m'a aidé à rentrer. Et là-bas, en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'imagine est-ce qu'on peut t'apprendre à être drôle ou est-ce que c'était plus t'apprendre à être un pro, en fait? Bah, c'est plus on t'apprend à être un pro. Ça veut dire quoi, du coup? Bah, on t'apprend à travailler très fort. On t'apprend à prendre des risques. Qu'est-ce que ça veut dire travailler très fort? Bah, écrire beaucoup et se questionner sur comment t'écris, tu vois, sur ta manière de créer. En fait, faire de ton comment dire, être maître de ton processus de création. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent l'inspiration, tu vois. Ils disent bon, l'inspiration elle va tomber un jour, tu vois.
Mais non, l'inspiration, c'est quelque chose que tu forces. C'est quelque chose que tu apprends à maîtriser. Ouais, tu je vois. le dis souvent, mais je crois que c'est Woody Allen qui dit si, j'attends l'inspiration, elle tombe tous les matins à 9h30. Voilà, exactement. Et il se fout bien de la gueule de beaucoup de gens qui attendent. Et Verlaine, il disait un truc beau aussi. Il disait l'inspiration, c'est un truc d'adolescent. C'est un truc qui t'arrive quand tu as 16 ans. Mais quand tu es un artiste, l'inspiration, c'est ton travail. Donc, apprendre à la maîtriser. Donc, tu sais, prendre des risques, écrire beaucoup, se questionner, s'instruire, essayer des choses. Ça veut dire quoi écrire beaucoup? C'est tous les jours? Alors, moi, pendant une période, j'écrivais entre 5 et 8 heures par jour. Waouh! Ouais. Mais J'allais dans un café. T'écrivais des blagues? J'écrivais des blagues. Entre 5 et 8 heures par Entre jour. 5 et Donc 8 tu heures faisais par que jour. ça? Que ça. J'arrivais dans un café et voilà. J'avais des carnets et j'écrivais. Et il y avait beaucoup de merde. Mais je cherchais, je creusais. Et tu les testais sur les gens qui étaient là ou pas? Non. Mais j'avais déjà rencontré des amis qui aujourd'hui m'accompagnent professionnellement et puis on discutait beaucoup, tu vois. Mais le seul test, c'est le public. Donc ça veut dire que tu vas sur scène, tu sais pas si c'est bon, puis tu le joues. Puis à force de le faire, tu sens mieux si ça va marcher ou pas. Tu sais mieux où chercher. Moi, l'analogie que je fais souvent, c'est, admettons, tu as un champ, ok, et dans ce champ, c'est justement une analogie qu'on m'a fait à l'école. Dans ce champ, il y a de l'or quelque part, ok. Et bah quand tu commences, tu vas labourer tout le champ jusqu'à trouver l'or, ok. Et plus tu l'as fait, plus tu sais, plus tu apprends, plus tu te questionnes, plus tu sais où il est l'or. Plus tu cherches dans une zone plus restreinte, tu vois. Tu as moins à creuser pour trouver l'or. Tu t'éparpilles moins qu'au début. Exactement. C'est avant, tu laboures tout le champ et tu le trouves au hasard, en fait, l'or. Tu le trouves avec de la chance. Mais tu es obligé de labourer comme un dingue pour tomber au moins une fois sur l'or. Exactement. Pour ensuite te et dire, là, tu ok. dis, bon, voilà, bah, il était là. Bon, comment j'aurais pu savoir qu'il était là sans labourer tout le champ? Et toi, tu faisais beaucoup de bides au début? J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance où mes premières scènes, elles marchaient bien. Mais j'ai fait des bides. Ah, j'ai fait des gros bides. Moi, mon premier... parce que tu sais, on devait jouer une fois par semaine devant le reste de la classe. Et la troisième semaine, je joue mon passage et le professeur, il m'a dit, tu m'as fait perdre mon temps. T'imagines comment c'était dur? Cash. Et après, la semaine d'après, je suis arrivé préparé comme jamais et j'ai débloqué des trucs dans ma tête. Mais c'est bien du coup ça. C'est un vrai retour honnête. Dur mais honnête. Honnête, dur. Mais la dureté, c'est ce qu'il faut dans ces trucs-là. Faut pas être... En fait, je trouve ça mal poli d'être sympa avec les gens qui sont dans l'échec. Admettons que tu te trompes, si tu veux le faire progresser, il faut que tu lui dises que tu t'es trompé. Et après, il y a des manières, je pense que parfois tu peux le faire de manière un peu cruelle, tu sais. Mais là c'est pas cruel, c'est juste... Ouais, voilà. Il faut tuer l'ego. C'est pas parce que ce que tu as fait c'est mauvais que tu es un être humain mauvais. C'est pas parce que ce que tu as fait c'est nul que toi tu es nul. C'est juste que ton produit c'est nul. Il faut faire ça dans les deux sens. C'est pas parce que ce que tu as fait c'est extraordinaire que toi tu es un être humain extraordinaire. Il faut détacher. Alors ça c'est intéressant. Comment tu tues l'ego? Comme ça, en réalisant que moi si je suis applaudi c'est pour mon travail, c'est pas pour moi en tant qu'être humain. Ça maintenant tu arrives à faire la distinction. Ouais. Tu te dis plus ah là je suis trop. Tu te dis plus je suis trop fort quand tu te fais applaudir. Ah non. Je me dis, je peux me dire je suis un artiste qui. Ce que j'ai fait c'est fort. Ça veut pas dire que je suis fort. Mais ce que j'ai fait, c'est fort. Parce qu'en fait, les gens me disent que ce que j'ai fait, c'est fort. Mais moi, en tant qu'être humain, bah, je suis pas particulièrement fort. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de domaines où je suis extrêmement nul. Et en tant qu'être humain, j'ai évidemment mes faiblesses, mes défauts. Et enfin, voilà. Il faut pas faire l'amalgame entre l'artiste et l'être humain. C'est pas parce que tu fais une bonne œuvre que toi, tu es un être humain réussi. Qu'est-ce qui vous apprenait d'autre? Qu'est-ce que tu as appris d'autre dans ce... Parce que là, tu dis la discipline, en fait. Ouais, la discipline, le travail, c'est le plus important. C'était le plus important. Ouais, c'est le plus important. La discipline, mais surtout l'autodiscipline. Et alors là, tu peux trouver la méthode que tu veux. Si tu n'es pas capable de te discipliner toi-même, trouve quelqu'un qui va te discipliner. Mais l'autodiscipline, c'est le truc le plus important que tu peux trouver. Mais toi, tu avais un peu les deux, finalement, du coup, parce que tu avais la tienne, plus les retours qu'on te faisait. Ouais, puis j'avais un groupe autour de moi qui étaient des amis à la base et qui sont devenus très rapidement mon manager et puis tous les gens qui m'entourent. Et puis, on a vécu des choses extraordinaires, puis on a une franchise folle. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui fait que vous avez cette franchise Parce qu'on a pris des risques ensemble et on a galéré ensemble. On s'est mis dans le même bateau. Et on s'est dit, si on coule tous. Donc, on va faire en sorte que le voisin ne coule pas. Et je sais que je peux compter sur le voisin pour pas couler. Et ça, c'est important. Comment tu penses que... Je te laisse boire du... Non, t'inquiète. Comment tu penses, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup ce que tu dis, il y a vraiment un côté laboratoire, tu sais. Ouais. Genre, t'es allé dans un laboratoire ou dans une sorte d'entraînement intensif pour devenir un pro, quoi. Ouais. Et comment tu penses que quelqu'un qui, par exemple, pourrait pas aller à cette école, qui n'aurait pas les moyens, ou qui pourrait pas aller au Canada, ou bref, comment tu penses qu'on peut recréer ces conditions quand on est, genre, mettons, je suis à Paris, je suis tout seul et je me dis j'ai envie de faire comme Romain. Il y en a beaucoup. Tu sais, il n'y a pas cette école-là à Paris et pourtant il y a des humoristes extraordinaires. Donc il y a moyen, tu vois. Mais c'est juste, moi je pense que c'est cette question d'autodiscipline. Et c'est cette question de à quel point tu es exigeant avec toi-même. Il y a des gens qui sont déterminés, mais. Enfin, il y a des gens qui ont des rêves, mais ils préfèrent les rêver. Il y a des gens qui ont des rêves et qui préfèrent essayer de les réaliser.
Des gens, ils veulent faire de l'humour, et bah, tous les soirs, ils commencent, tous les soirs, ils vont voir des spectacles. Tous les soirs. Ils vont voir. Et mais si, admettons qu'ils n'ont pas les moyens, ils vont dans des soirées où c'est gratuit. Il y a plein de shows d'humour, de laboratoire, comme le Panama Café, par exemple, où tu vas, ça te coûte rien à part un chapeau à la fin. Et tu vas voir beaucoup, et là, t'apprends. Et un jour, tu te lances, tu dis, t'y vas. Et là, tu le fais. Et puis, tu le refais. Et puis, tu le refais. Et tu le refais jusqu'à ce que ce soit bon. C'est tout, en fait. Toi, du coup, quand on parle d'autodiscipline, c'est quoi finalement? Est-ce que tu as des routines de boulot? Est-ce que les journées sont les mêmes ou Et bah, beaucoup moins maintenant. Tu dis qu'à une époque, justement, tous les jours, tu allais écrire tes blagues. Et bah, je pense qu'à un moment donné, j'ai craqué le code. Dans le sens où, à force d'écrire autant, bah, j'avais plus rien à raconter à part le fait que j'écrivais. Tu vois? C'est ta vie, quand ça fait 1 an que tu écris 5 à 8 heures par jour, qu'est-ce que tu as à raconter à part le fait que tu écris? Donc il fallait vivre des choses. Donc il fallait vivre des choses. Et ce moment-là, c'était aussi le moment où j'avais réalisé que j'avais compris mon vocabulaire. En fait, j'avais plus besoin d'écrire pour avoir le schéma de la blague. J'avais l'idée et j'avais écrit tellement d'heures que je savais déjà comment j'allais le tourner une fois que je serais sur scène, tu vois. Puis en plus d'avoir écrit beaucoup, j'avais joué beaucoup. Et pareil, il y a eu cette chose de se mettre en danger. Moi, j'animais chaque semaine une soirée d'humour où je devais écrire 10 à 15 minutes de nouvelles blagues. Et j'ouvrais le spectacle. Et j'étais là chaque semaine, il y a beaucoup de public qui revenait. Donc j'avais beaucoup de pression sur les épaules. Et je devais écrire des nouvelles blagues. Et des fois, j'avais pas le temps. Donc il m'est arrivé d'arriver et j'avais rien. Ou alors soit t'as rien trouvé, soit t'as pas eu le temps. Et donc j'arrive, je dois faire 10 à 15 minutes de blagues et j'ai rien. Et je peux pas faire du vieux. Et là, le niveau de panique, il est intense. Mais tu débloques des choses. Tu craques des choses. T'arrives à trouver des choses quand même. Tu n'as pas le choix. Ils sont là, les gens. Ils ont payé. Ils sont là. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas le choix. Et donc, tu te mets en danger, tu débloques des trucs. Tu sors l'animal en toi. Et donc maintenant, aujourd'hui, j'ai plus besoin d'écrire autant. En fait, aujourd'hui, j'écris très peu. Ce que je fais, c'est que je vis des choses. Et des fois, j'écris des petits bouts sur mon téléphone. J'écris pour clic quand même, mais je m'assois pas pour écrire. Quand j'écris, j'ai déjà quasiment toutes les idées dans ma tête. Je laisse les idées mariner dans ma tête, tu vois. Mais ça, c'est un phénomène qui est dû au fait que tu as passé toutes ces heures à préparer avant. En fait, tu as créé des systèmes dans ta tête qui font que maintenant, ça va piocher rapidement, c'est ça? Exactement. Je pense que toutes ces années à écrire énormément rend aujourd'hui l'écriture plus nécessaire. Dans le sens où je suis capable d'écrire dans ma tête. Et puis surtout, il y a ce truc de... La finalité de ce que je fais dans la vie, c'est que je vais devoir parler aux gens. Donc, j'ai une idée et je vais devoir la dire aux gens. Quand tu passes par l'écriture, tu as ton idée, tu la transformes en mots, donc forcément tu la dégrades. Quand tu l'écris, forcément tu la dégrades. Et de là, je vais devoir apprendre le texte et le dire aux gens et donc le dégrader une deuxième fois. Il y a plein de niveaux de dégradation. C'est ça, ça veut dire que entre le moment où j'ai l'idée, l'idée est belle, j'en suis sûr, parce que je la trouve assez belle pour pouvoir la dire devant des gens. Mais je vais la dégrader 2 fois avant de la dire. C'est sûr que je vais perdre dans l'équation. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris et j'essaie de me fier beaucoup plus à l'idée qu'aux mots. Tu vois. Surtout que les mots, je sais que je vais les trouver, j'ai développé mon vocabulaire, je sais par où je vais passer. Tu vois, je sais par où je... Mais c'est assez difficile à expliquer, mais c'est quand t'as craqué le code, en fait. Et donc, tout est dans ta tête, maintenant? C'est-à-dire que, par exemple, si tu crées du matériel que tu vas ensuite, je sais pas comment on dit, jouer dans les gens, ensuite, tu vas pas l'écrire, ce truc, tu vas le garder dans ta tête, c'est ça? Très peu. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire une fois sur mon téléphone et je vais jamais le relire. Ça, c'est pour la scène beaucoup. C'est-à-dire, je vais arriver sur scène et je vais le jouer une première fois. Là, je vais voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Si des choses n'ont pas marché, mais que j'y crois, je vais les réfléchir. Mais je ne vais pas les réécrire. Je vais les réfléchir pour le faire différemment. Je vais revenir sur scène. Et là, ce que je fais, c'est que j'écris sur scène. À chaque fois, c'est un mélange d'impro, mais je sais ce que je vais dire. Mais j'improvise mon idée. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai mon idée, je sais par quel schéma je veux passer, mais je l'improvise sur scène. Et à force de l'improviser, je sais exactement où il faut que j'aille. Et comment tu fais pour te souvenir que c'est cette version qui a marché, pas celle-là? Ça, c'est parce que quand il y a un rire, tu t'en souviens. Et quand il n'y en a pas, tu t'en souviens. Dans le sens où quand il y a un rire, tu kiffes. Tu te dis ça, je vais pas l'oublier. Et quand il n'y a pas de rire, tu te dis, oh, j'ai pas kiffé. Je vais pas l'oublier. Enfin, je vais pas oublier que c'est nul, en fait. Ça, les beats, c'est un truc qui arrive encore régulièrement? Ouais, mais on arrive à les camoufler aujourd'hui. Ça veut dire que je pense qu'à force de travailler, plus tu es un humoriste en maîtrise, plus tu augmentes ton pire spectacle. C'est Louis C.K. qui dit ça aussi. Ton pire spectacle, le pire, c'est les gens qui sont dans la salle, tu veux Non, dire, ta pire performance. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à ça que tu reconnais un très bon humoriste. Son pire spectacle, les gens ils vont sortir de là contents. Lui, il va se dire, putain, j'ai été nul. Mais les gens vont dire, putain, on a kiffé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il voit même plus ses subtilités tellement le mec est fort. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise de la chose qui fait qu'il va avoir des rires quoi qu'il arrive. Il connaît les mécanismes.
Mais ces humoristes-là, quand ils sont dans un très bon jour, bah, ils ont des rires extraordinaires. Donc c'est vraiment ça, il y a toute l'idée de augmenter ton pire spectacle, que ton pire spectacle il soit bon. Toi, quand as des mécanismes, du coup, quand genre, mettons, tu fais un bid pour camoufler le truc ou... Ouais, ouais. Bah déjà, je fais un truc, c'est que j'essaie de faire en sorte que jamais le public sente à quel moment il devait rire ou pas. Ah, c'est intéressant parce que... Tu vois? Non, je veux que vas-y, son rire, dis-en. il me coupe. Son rire, je veux qu'il me coupe la parole. Parce que si tu mets... Les gens, ils comprennent les mécaniques, ils comprennent le rythme. Donc si tu fais une blague et que c'est clair que les gens voient exactement où est-ce que tu attends qu'ils rient, déjà, ça les angoisse. Parce qu'ils se disent, imagine, on rit pas. Donc là, il va y avoir un malaise. Et deuxièmement, si ça rit pas, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu, et là, ça angoisse tout le monde. Si les gens ne savent pas à quel moment ils étaient censés rire, bah alors là, Ouais, tu veux dire que c'est un peu comme les grosses ficelles dans les blockbusters où tu sais que là, t'es censé être voilà. triste, que là, le héros est censé mourir, en fait, non, etc. Exactement. Moi, j'essaie de faire en sorte que leur rire, il me coupe la parole. Ils savent pas où est-ce que j'attends un rire ou pas. Comment tu fais pour savoir si tu progresses ou pas, du coup? Parce qu'à une époque, peut-être que c'est plus clair. Quand tu passes 5-8 heures par jour, tu testes tout le temps. Au bout d'un moment, j'imagine que tu dois arriver peut-être à des sortes de plateaux où tu sais pas si tu progresses, si t'es meilleur qu'avant. Bah, t'essaies des nouvelles choses, en fait. C'est très difficile de savoir de jauger le niveau d'un humoriste, c'est très difficile. Il y a des soirs où ça cartonne, des soirs où ça cartonne pas. Avec un texte que tu as fait 1000 fois, ça explose. Avec un texte que tu as fait 10 fois, ça explose pas. En même temps, tu l'as fait que 10 fois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, tu le juges un peu à ta maîtrise de la scène, à cette histoire du pire show. Moi, j'ai l'impression que je progresse parce qu'aujourd'hui, j'arrive sur scène avec le plaisir prend plus de place que la peur, en fait. Tu vois? Donc là, j'ai l'impression que je progresse. Je suis plus en confiance, je suis plus en maîtrise. J'ai l'impression que je peux faire passer dans la tête des gens des choses plus précises, que je peux jouer, que je peux m'amuser. En fait, là où j'ai senti que j'ai progressé, c'est que je peux me permettre de pas être marrant et que les gens ils kiffent. Ça, c'est un truc bien. C'est par exemple, j'arrive, j'essaye des blagues, les gens ils rient pas, mais ils kiffent. Je peux me permettre d'être très naturel. Je peux me permettre de rentrer dans des discussions ou de dire juste ce que je pense. Et les gens ils kiffent en fait. J'ai gagné cette liberté-là en fait. J'ai l'impression d'avoir gagné un peu plus un combat sur le regard qu'ils ont sur moi, sur une capacité de les mettre à l'aise. Mais c'est très difficile de voir à quel point tu progresses. Et est-ce que le fait de se sentir à l'aise, de plus en plus à l'aise, du coup, il n'y a pas le risque, toi, parfois, est-ce que tu te dis pas, il y a le risque d'un confort, justement, bah oui. inconfort? Ah bah oui, complètement. C'est un peu toujours ça qui guette derrière, c'est toujours se retrouver dans un confort et oublier de s'en sortir, oui. non? Mais c'est là où il faut diviser les trucs. Tu as le match et tu as l'entraînement. Tu vois, je me permets de faire ces trucs-là dans l'entraînement. Où on essaye des trucs. Mais dans le match, les exigences, elles sont claires. Il faut qu'on tue la salle. Ça, le match, c'est genre le spectacle dans la grande salle? Le match, c'est il y a plusieurs. Moi, les matchs, je considère que c'est mon spectacle solo. Quand les gens ils payent pour me voir moi, ça c'est le gros match. Ça c'est la Ligue des Champions. Dans le sens où là, ils ont payé, ils ont fait l'effort de se déplacer pour voir exclusivement moi ce soir. Je dois les exploser. Donc là, je vais leur donner le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur. On n'est pas là pour faire des trucs à peu près, non. Là, on est là pour les tuer. Pareil quand tu es invité dans un très gros gala. Admettons, tu es invité dans un très gros gala, tu fais 6 minutes, tu es avec d'autres humoristes, tu as une grosse visibilité, des gens prennent un risque sur toi. Là, pareil, il faut tout tuer. Après, quand je suis dans des plateaux sur Paris, tu sais, où admettons, des fois, il y a 40, 50 personnes. Moi, je t'ai vu à une soirée première fois, je crois, de Yacine Bellous. Ouais, exactement. Là, c'est pareil, ça, c'est de l'entraînement, tu vois. Mais tu peux faire en sorte que l'entraînement il soit extraordinaire, hein. C'est pas ça la question. Mais mes objectifs sont différents. Et c'est quoi par exemple, de quelle manière est-ce que tu as pris des risques, disons récemment, sur un entraînement ou... Enfin, c'est pour voir un peu comment est-ce que tu fais pour... Ouais, bah là, en ce moment, je joue un passage que je connais pas trop. Et à chaque fois, il sort différemment. Et donc, je le fais. Et puis surtout, ce que je fais aussi en ce moment, c'est que je monte sur scène en sachant pas exactement ce que je vais raconter. Et donc, je choisis dans mes idées sur scène, sur place. Ça permet de sortir de cette zone de confort. Tu trouves des blagues sur scène aussi. J'essaye des choses. T'en as qui te viennent sur scène? Ouais, beaucoup. Et puis, il y a un truc que j'ai fait il y a pas longtemps. J'étais à une soirée d'humour, j'allais jouer. Puis là, j'avais rien de nouveau à essayer. Et je jouais dans 20 minutes. Je me disais, putain, j'ai rien de nouveau. C'est-à-dire là, je vais jouer très confortable. Mais j'aime pas ça. Donc là, j'ai pris mon téléphone, je dis, OK, on écrit une blague là. Et on la joue. Et donc, j'ai écrit une blague là. Je me dis, de quoi on peut parler? Donc, j'ai regardé de quoi à peu près j'allais parler. Je me dis, on rajoute des blagues là-dedans. Et donc, j'ai écrit des blagues 20 minutes avant. Et je les ai jouées. Et ça a marché. Ça a marché? Ouais, ça a marché. Donc, c'était super. C'était super.
Est-ce que maintenant que tu commences à être un peu de plus en plus installé, disons, ça va, tu crames pas trop là? Non, je suis bien. Ok. Est-ce que depuis que tu es, disons, de plus en plus installé, tu fais justement ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais le but c'est d'arriver à apprendre aux gens. Est-ce que maintenant il y a des gens à qui tu essayes d'apprendre des trucs? Bah, apprendre, c'est difficile, tu vois, mais essayer d'être inspirant pour des gens, c'est. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes que je trouve extrêmement inspirants et que j'ai trouvé inspirants dans mon parcours et qui m'ont appris des choses à leur insu. Tu vois, que juste en les regardant. Moi, il y a un mec qui s'appelle Adib Al-Khalidé, qui est un humoriste qui a eu un rôle énorme dans ma vie, un humoriste québécois que j'espère un jour aider à ramener en France. Ou s'il n'a pas besoin de moi pour venir en France, tant mieux. Moi, je veux juste qu'il arrive en France et qu'il fasse rire les Français parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire, ce gars-là. Il est extraordinaire. Et ce gars-là, je l'ai beaucoup regardé jouer. Et il m'a appris plein de trucs. Il m'a appris plein de trucs. Et j'aimerais évidemment avoir ce rôle-là. Qu'est-ce que tu as appris, par exemple? Une manière d'aborder des sujets. Justement, l'une des leçons, c'est que tout peut être marrant, tu vois. Tout peut être marrant. Qu'il faut dire la vérité. Et des manières de gérer les tons, les salles aussi, des manières. Ça veut dire quoi, il faut dire la vérité? Parce que ça a l'air. C'est une phrase, c'est le genre de. Je trouve que c'est pile le genre de phrase qui a l'air bateau, mais qui en fait est profonde, tu vois. Ah, parce que souvent, tu sais, quand tu arrives sur scène, c'est un peu du mensonge, dans le sens où c'est une mise en scène. Les gens savent très bien que ce que tu fais, c'est préparé. Mais il y a un moyen d'atténuer le mensonge, c'est d'écrire des choses qui sont vraies, en fait. Partir de la vérité. En fait, être authentique le plus possible, pas vouloir se donner le bon rôle, pas essayer de vendre aux gens quelqu'un que tu n'es pas. C'est faire rire les gens avec quelqu'un que tu es, tu vois. Toi, tu t'arrivais à le faire dès le début? Non. Non, parce que j'avais pas entamé cette réflexion sur qu'est-ce que je connais de moi. Je regardais beaucoup à l'extérieur, alors que je pense qu'un des trucs cruciaux quand tu écris des blagues ou quand tu écris n'importe quoi, c'est de regarder à l'intérieur plutôt. Comment tu fais pour regarder à l'intérieur? Bah, par exemple, quand je vois une situation, au lieu de regarder que la situation, je regarde ce qu'elle éveille en moi. Tu vois, je vois une situation et je me dis, ok, elle me rend jaloux. Pourquoi? Est-ce que j'ai raison d'être jaloux? Est-ce que je suis à l'aise avec le fait que je suis jaloux? Tu vois ce que je veux dire? Je vois une situation et je me dis, elle me rend content. Pourquoi? Mais je devrais pas être content. Si les gens sont au courant que je suis content quand je vois ça, mais ils vont me prendre pour un fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est ces décalages en fait qui créent le matériel. Je pense que oui. Je pense que c'est ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur qui crée. C'est ça que les gens veulent aussi. Les gens veulent être rassurés sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils sentent. Tu sais, il y a souvent une phrase extrêmement bateau en humour, d'ailleurs, qu'on dit plus du tout parce qu'elle est trop bateau, mais elle est représentative de ce truc-là. C'est que les gens, ils disent, avez-vous remarqué? Les gens, ils veulent qu'on leur fasse ressentir à quel point on se ressemble. Je pense que c'est un des trucs que les gens veulent voir. Et pour faire ressortir ça, je pense qu'il faut être le plus authentique possible. Est-ce que c'est pas un peu quelque chose qui est commun à toute forme d'art, le côté ça transcende? Je pense que oui. Dans la musique aussi, où tu ressens en fait. Complètement. Je pense que t'es plus dans la tête, t'es dans le ressenti. Et je pense qu'il y a même aussi un clash entre la tête et le ressenti. En se disant, ma tête trouve que ça c'est juste, et pourtant mon cœur sent ça. Parce que là, il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Ouais, et d'ailleurs, on le voit dans les spectacles, quand un spectacle d'humour cartonne, vraiment où c'est très 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 drôle, et ben, les rires qui sortent des gens, c'est plus les rires de la tête, tu vois. Voilà. C'est plus le rire contrôlé de avoir un rire stylé. Ouais. Exactement. Il y a un moment donné où le rire est un réflexe. Et c'est ça que les gens ils veulent. Ils veulent un rire qu'ils sont incapables de contrôler. Parce que je pense que tu fais écho à quelque chose que eux-mêmes sont pas capables de contrôler. Que personne, c'est un rire instinctif. C'est pas quelque chose que tu décides, c'est quelque chose qui te surprend un rire. Et donc pour ça, il faut parler à. Ça veut dire qu'il faut une très grande liberté d'expression aussi. Ouais. Et puis il faut beaucoup d'écoute. Il faut beaucoup d'écoute et puis il faut. Et puis il faut, ouais, en fait, surtout de l'écoute en fait. De l'écoute, autant s'écouter soi que s'écouter les autres. Est-ce que tu penses que pour développer ça, il faut accepter peut-être d'être seul ou de passer du temps à s'ennuyer ou tu sais, parce que si tu dis que le but est de se trouver, de s'écouter, de voir ce qui ressort, ça veut dire qu'il faut aussi voir les angoisses en face, non? Ah oui, moi je suis très partisan de l'ennui. Je pense que l'ennui est le plus grand moteur de création et de créativité. C'est dans l'ennui qu'on se rencontre et qu'on trouve les vérités. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont cette incapacité à être seuls et qui sont en perpétuel remplissage du vide de l'existence. C'est parce qu'on est tous confrontés à cette question. Moi, j'ai beaucoup été comme ça. Hein. Tu sais, où tu vas te dire, ok, bon bah là, je vais boire comme un fou cette soirée-là. Puis là, il faut que je fasse des activités cet après-midi, j'ai rien à faire. Il faut que je m'occupe. Il faut que je. Et il y a des gens que c'est par des activités qu'ils arrivent à se rencontrer et se creuser. Moi, je préfère me creuser dans le rien du tout. Il m'arrive extrêmement souvent, et c'est même pas mal ça mon processus créatif. Soit je marche et j'ai aucune direction. Je vais nulle part et j'ai rien à faire. Et je dois accepter que je vais à nulle part, que j'ai rien à faire, que je me fais chier et que c'est vide.
Et c'est là-dedans où je dois être ma propre source de divertissement. Donc c'est là où je me rencontre un peu aussi, où je me fais rire, tu vois. Et aussi, des fois, je suis en terrasse de café, complètement dans la contemplation. En fait, c'est ça que ça amène l'ennui. Ça t'amène vers cette contemplation. Et moi, je trouve qu'un artiste, c'est pas quelqu'un qui crée. C'est quelqu'un qui arrive à faire réaliser aux autres à quel point on vit dans une création extraordinaire. C'est plus ça. Je pense que l'artiste est plus un traducteur qu'un créateur. Tu sais, il y a ce grand débat. Est-ce qu'on est la source des idées ou est-ce que les idées passent par nous? Et je pense que les idées passent par nous. Je pense pas qu'on en est la source. On est la source de la manière avec laquelle on retranscrit ces idées. C'est là qu'est d'ailleurs la qualité souvent d'un artiste, la manière avec laquelle il transmet ses idées. Mais je pense pas qu'on est les auteurs des idées. Tu veux dire qu'on doit pouvoir créer les conditions dans sa vie pour pouvoir attraper les idées? Je pense que oui. Je pense qu'en fonction de ce que tu fais et de tes choix, la vie te présente des idées diverses et variées. Si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir les idées de tout le monde. Parfois, ça t'arrive de te laisser embarquer dans le flow et de plus avoir le temps, plus assez con à dire, mais de plus avoir le temps de t'ennuyer. Un peu. Un peu. Mais j'essaie d'organiser du temps pour m'ennuyer. C'est ça qui est fou. Ouais, parce que pour moi, c'est un peu un combat. Tu vois, je suis de plus en plus, je suis convaincu que c'est très important. Très important. Il faut que je m'ennuie de plus en plus. C'est con à dire. Parfois, je vois des gens, je leur dis non, mais là, il faut vraiment que je m'ennuie plus. Et tu sais, les mecs qui sont là, qui te racontent. Et mon père, il n'y a pas longtemps, il m'a dit ça. Il m'a dit, dans ton éducation, ça faisait partie du truc. C'est-à-dire qu'on a réalisé qu'un adolescent, il faut qu'il s'ennuie. Il ne faut pas le surcharger. Parce que, tu sais, il y a des adolescents, ils vont à l'école, ensuite ils ont le sport tous les soirs, ensuite ils ont plein de trucs. Ils sont jamais seuls avec eux-mêmes à rien foutre. Alors que j'ai le sentiment que c'est là que tu te poses des questions sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où t'as personne pour t'influencer en fait. C'est le seul moment où tu peux avoir la voix la plus honnête envers toi-même, c'est la tienne. Tu dis bon, je suis un con ou je suis pas un con. Tu vois ce que je veux dire? À quel niveau je suis intéressant? Où est-ce que j'ai à progresser? Qu'est-ce qui me fait kiffer quand je suis seul en fait? Maintenant, avec le fait que tes spectacles fonctionnent, que tu sois à la télé, disons, que tu commences, disons, à être connu, je t'imagine que tu dois être de plus en plus sollicité. Ouais. Et si tu veux continuer à conserver cette capsule un peu d'ennui ou de temps pour toi, tu dois apprendre à dire non, j'imagine, non? Ouais, après, je suis très aidé pour ça. Comment t'es aidé par J'ai un manager extrêmement fort qui est un ami justement de Montréal que j'ai rencontré, puis toute une équipe, et c'est lui qui s'occupe un peu de tout ça pour moi. Il dit le non à ma place très souvent. D'accord, ouais. Ok. Et puis... Et dis non à quoi du coup? C'est quoi la règle? Est-ce qu'il y a des règles? Ouais, il y a des règles, ouais. Bah, il y a une règle qu'on nous avait dit à l'École nationale de l'humour que moi j'aime beaucoup. C'est qu'il y a 3 pôles intéressants pour accepter un projet. Soit les gens avec lesquels tu le fais, tu as envie de travailler avec eux, tu as envie de les rencontrer. Soit l'argent, tu es très bien payé, ou tu estimes que tu es bien payé pour ce qu'on va faire. Soit le projet en tant que tel, artistiquement, il te chauffe. Et ben ils nous ont dit accepter un projet quand il y a 2 de ces choses-là. C'est marrant, c'est un truc que je viens de lire il y a une semaine, mais tu sais, sur un post réseau social un peu bateau, un peu mais j'étais là, ouais, c'est pas con, c'est très intéressant. Et moi, c'est un peu ça souvent. Ça veut dire que si c'est mal payé, ok, ou même pas payé, mais je suis avec des gens que j'aime beaucoup, ou du moins qui m'inspirent, ou j'ai envie de travailler ou de rencontrer, et que le projet artistiquement il m'intéresse, je vais le faire. C'est sûr, je vais le faire. Si je suis très bien payé, je travaille avec des gens que j'adore, mais le projet il est claqué, ça se peut que je le fasse. Tu vois ce que je veux dire? Ça se peut que je le fasse. Et si le projet il me kiffe, je suis très bien payé, mais je travaille avec des cons, je vais le faire. On me bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, des cons, ils sont pas forcément cons dans l'absolu, mais on n'a pas d'affinité. Bah, je vais le faire quand même. C'est un peu ça la règle, tu vois. Et après, il y a au feeling. Ouais. Après, il y a au feeling, où tu te dis, bon, bah, c'est quoi, mon instinct, il me dit d'y aller. Puis là où j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'ai pas. Donc, ouais, t'as quand même un système de filtre qui t'empêche d'avoir à prendre des décisions tout le temps. Ouais, puis il y a cette idée de. Tu sais, ma direction, elle est fixée, dans le sens où j'ai un objectif. Les choses qui me font perdre du temps pour mes objectifs personnels, je vais pas les remplir. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je fais à côté, en parallèle, c'est des choses que. Est-ce que je suis capable de l'inscrire dans ma course à mes objectifs ou pas? Si c'est pas dans la course à mes objectifs, bah, je vais pas le faire en fait. Donc ce que ça implique, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui est essentiel en fait. Bah, je pense que oui. Où est-ce que tu t'en vas? Sur des courts, moyens, long terme. Et ça peut changer. Toi, tu le sais, par exemple, tu le fais là, par exemple, tu pourrais me dire, je vais là à court terme, là à moyen terme, là à long terme. Ouais. Ouais, je sais à peu près où je m'en vais. Mais ça change. Tu vois ce que je veux dire? Ça change. Et puis surtout, à un moment donné, les objectifs, je pense, c'est intéressant de ne pas les fixer dans quelque chose de matériel. Tu vois, genre par exemple, on se dit, je veux faire telle salle. Je veux avoir tant d'oseille. Je veux avoir tant de quelque chose de concret. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, ça, c'est pas les vrais objectifs.
Parce que tu les contrôles pas? Au-delà de ça, parce que le processus pour les avoir n'est pas forcément celui qui va faire de toi quelqu'un de plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu pourrais prendre des chemins qui sont pas utiles pour arriver à ces objectifs, tu veux dire? Et puis je pense qu'il y a des objectifs qui vont t'amener ça et d'autres choses en plus. Tu vois ce que je veux dire? Genre par exemple, quand tu te dis, je suis dans un objectif de que mon niveau augmente. Si ton niveau augmente, ton oseille va augmenter. C'est sûr. Si tu es le meilleur, on va t'appeler. Si ton objectif c'est que de l'oseille, bah, tu vas tout faire pour avoir l'oseille, mais bah, par où tu passes, par où tu vois ce que je veux dire? Il y a des objectifs qui, je pense, sont plus, qui ont des conséquences plus intéressantes. Par exemple, il y a des gens qui disent mon objectif c'est être très connu. Ok, ça son objectif. Mais tu dis mais tu peux être connu pour de mauvaises raisons. Tu peux être connu mais pas aimé. Il y a une différence entre être connu et être populaire. Tu peux être connu par des personnes qui s'en foutent. Tu sais, on peut te connaître, mais c'est pas parce que tu es connu que les gens ils vont acheter des billets pour ton spectacle. C'est pas parce que tu es connu qu'ils t'aiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu es connu que tu es bon. Il y a ce truc-là aussi. Donc moi, je pense que l'un des plus grands objectifs, ça reste celui du niveau. Alors en fait, ce dont j'ai l'impression quand tu parles, c'est que ce qui différencie les deux types d'objectifs, c'est qu'il y en a un qui est basé sur l'intérieur, typiquement mon niveau, quel genre de personne je suis, etc. Il y en a un qui est basé sur l'extérieur, typiquement comment on me perçoit, quels éléments extérieurs je possède, que ce soit d'argent, de relations, de machin. C'est ça un peu la... Exactement, ouais. En fait, je pense qu'il y a même un moment donné où les objectifs, ça devient plus des états d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça c'est compliqué. Mais par exemple, moi, un de mes objectifs là, c'est une liberté. Je sais que mon objectif sur les 3 prochaines années, je veux dans 3 ans une très grande liberté artistique. C'est ça l'objectif que je me suis fixé. Parce que tu l'as pas là? Je l'ai, mais j'en veux plus. Ça veut dire quoi plus? Bah, je veux avoir l'opportunité de faire ce que je veux sans que personne n'ait l'occasion de me dire non. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que ça, il faut avoir ta structure ou ton... Pour ça, bah, c'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut avoir ma structure, il faut avoir un public, il faut avoir un niveau intéressant. C'est ça qui va amener le public. Il faut avoir le temps et les outils pour travailler. Et il faut, je sais pas, il faut se creuser la tête. Il faut être bien entouré. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce système de valeurs que tu as développé, finalement, il te permet de prendre des décisions assez importantes. Je sais qu'il y a eu... Alors, j'ai oublié les détails, mais je sais qu'il y a eu un moment où tu as failli rentrer dans un... Comment ça s'appelait déjà? Merde, j'ai oublié le nom. Avec Juste pour rire? Voilà. Oui, bah oui, par exemple. Et il y a eu une affaire, un scandale avec le fondateur, le président, qui était. Des journaux ont publié des articles sur des potentielles agressions sexuelles. Je n'ai pas suivi ce qui s'est passé ensuite. Mais c'est ça, ouais, complètement. Et tu devais rentrer, tu devais faire partie de ce truc. Et puis, quand c'est sorti, tu as dit, bon, bah, en fait, non, je vais rester indépendant. Quoi. Ouais, exactement, ouais. Et du coup, c'est tout ce système de valeurs, parce que j'imagine qu'à ce moment-là, la décision. Ah, on a été dans la merde. On a été dans la merde. Ouais. On touchait. En fait, on a galéré pendant très longtemps. On arrivait à une forme de sécurité. Et puis, à 2 semaines de signer de la sécurité, bah, il y a ça qui saute. Et puis, on se dit, c'est quoi le plus important? Ça fait 5 ans qu'on galère. On commence à maîtriser la galère. C'est quoi le plus important? Moi, je pense que la sécurité, c'est pas la première chose qu'il faut chercher. En fait, quand tu t'habitues à la galère, finalement, est-ce que tu ne deviens pas un genre de résilient, quoi? Ben oui, moi, c'est ça que je préfère. Et ça, par exemple, c'est une forme de confort extraordinaire. C'est dire, vaut mieux, tu sais, soit tu construis un univers dans lequel tu es très à l'aise. Mais ça, c'est du confort, en fait. C'est du confort. De pouvoir se remettre hyper facilement des difficultés. Une capacité d'adaptation, c'est le meilleur confort. Parce que, en fait, dans le sens où je pense qu'il y a 2 types de confort. Il y a des gens qui se créent un monde, ça peut être autant matériel que émotif ou personnel, dans lequel ils sont confortables. Mais à la seconde où ils en sortent, ils sont plus confortables. Si tu te crées la capacité d'être à l'aise dans toutes les situations, là, tu touches à la vraie liberté, je pense. Et ça, c'est le plus important. Et avoir cette capacité d'être bien partout, avec n'importe qui, ça, c'est précieux, ça. Comment tu le développes alors si tu écoutes ce podcast et que tu te dis, ouais, en fait, il a raison, comment je vais faire? Bah, je pense qu'il faut un grand sens de la découverte et de l'aventure, entre guillemets. Moi, je pense que voyager seul, c'est un très bon moyen. C'est même quasiment le meilleur moyen. Voyager seul, prendre des risques, essayer des choses, se tromper, être à l'écoute et à la rencontre des gens, accepter des discussions avec des gens avec qui, a priori, tu n'aurais pas aimé, essayer de les comprendre. Parce que on n'est pas obligé d'être d'accord avec les gens, mais je pense qu'on devrait être obligé d'essayer un minimum de les comprendre. Tu vois? Ça t'aide à être à l'aise avec les gens. À partir du moment où tu n'es pas dans l'objectif de forcément être d'accord avec eux, mais tu es dans l'objectif de les comprendre, ou du moins de les tolérer autour de toi, tu vois? De se dire, ce gars-là, je partage pas les 3 quarts de ses idées, très bien,
Mais c'est pas pour ça que je vais refuser le dialogue. Je vais respecter ses idées, je vais exiger qu'il respecte les miennes, mais je vais pas le bannir de ma vie, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut créer le contact avec toutes les choses qui sont juste à la frontière de ton confort. Puis accepter la découverte, accepter de se perdre en fait, accepter de sortir des trucs. Moi, je pense qu'un des meilleurs moyens, c'est que tu voyages tout seul et tu te perds. T'as pas de plan prévu. Tu descends de l'aéroport, tu te dis bon, on va où? Ou du train, ou peu importe. Ou pas Google Maps. On dit on va dans quelle direction? On va par là. On va par là, puis on va trouver un truc. Bon bah, et si on trouve rien, mais on va par là. Il faut accepter. En fait, je pense qu'il faut accepter de galérer quand même. Tu vois, il y a des fois, il y a des gens, bah, la galère, elle leur tombe dessus, ils l'ont pas cherché. Et je pense que si la galère, elle tombe pas dessus, il faut la chercher. Je pense. Il faut la calculer, il faut pas la chercher n'importe où. Mais je pense que ça fait du bien, surtout quand on est jeune. Ça crée des armes, tu vois. Je pense que c'est pas pour rien que les artistes, parmi les artistes les plus influents, on en a beaucoup qui sont nés dans des contextes extrêmement durs, qui ont grandi dans des contextes extrêmement durs. C'est des gens qui ont réussi à tourner de ces événements très difficiles des outils qui vont garder toute leur vie, en fait. Et je pense que si t'es pas dans des conditions difficiles, eh ben, des fois, je pense qu'il faut s'y mettre. Il faut se les créer, quoi. Il faut se les créer, ouais. Un peu comme quand tu vas te programmer pour un spectacle, quand tu vas partir à l'étranger tout seul, quand toutes ces choses qui te stressent un peu, en fait, c'est ça? C'est ça. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages qui me disent comment on fait pour se lancer en humour. Je dis c'est simple. Tu trouves une soirée d'humour où tu peux jouer et tu te la bookes dans 3 mois. De toute façon, on te donnera pas de place avant ça. Dans 3 mois, les gens sont pressés aussi. Je vais jouer maintenant tout le temps. Elle dit mais fais ta place. C'est le premier truc. Faut être patient. Passe par ça. Tu dis tu veux monter sur scène, très bien. Trouve un endroit où tu peux jouer. Trouve-le, débrouille-toi, trouve-le, fais tes recherches, va voir, débrouille-toi. Trouve un endroit où comment ils ont fait les autres. Débrouille-toi. Et trouve un endroit où tu peux jouer. Trouve un moyen d'avoir une date, mets-la dans 3 mois. Si tu penses que tu es capable de le faire en 2 mois, mets-le dans 1 mois. Tu sais ce que je veux dire? Mets-toi dans des conditions difficiles et vas-y. Fais-le. Il faut chercher un genre de stress, en fait, en permanence, c'est ça? Une sorte de pression, ouais. Il faut se mettre dans des conditions où tu n'as pas le choix d'être meilleur que toi pour t'en sortir. Je pense qu'on n'est jamais sûr de si on est capable avant qu'on l'ait fait, tu vois. Ça paraît aussi un peu bateau, mais c'est vrai, tu vois. Moi, je pensais pas que j'étais capable de faire 1 heure de spectacle avant de le faire, en fait. Mais ça, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Ces personnes pensaient qu'ils pouvaient courir 1 mile en dessous de 4 minutes jusqu'à ce qu'un mec le fasse. Exact. Et ensuite, tout le monde s'est mis à le faire. Bah voilà. Tu vois. En fait, à partir du moment où dans ta tête, tu te dis que c'est possible. Mec, pardon. Mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'à partir du moment où tu te dis dans ta tête c'est possible, c'est ça qu'ils font. Le gars qui bat le record, ce qu'il envoie comme message à tout le monde, c'est possible. Et à partir de ce moment-là, ça devient plus simple pour tout le monde. Une fois que quelqu'un l'a fait, c'est plus simple pour tous les autres. Et je pense qu'il faut faire ça avec soi-même. Il faut que tu te dises, bah, c'est possible. Je vais le faire. C'est tout. Je vais le faire. Il n'y a pas de je veux le faire. Dis je vais le faire. C'est tout. Et il y a un gros truc de persévérance aussi. Il y a beaucoup de gens qui te disent ça, mais je pense que c'est une phrase aussi que j'avais lue que moi j'aime beaucoup, mais là, je pense que la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est celui qui réussit, c'est celui qui a juste pas arrêté en fait. Il a échoué aussi. Hein. Et il a échoué sûrement autant. C'est celui qui échoue plus même, mais qui arrête pas d'échouer en fait, tu vois. Qui arrête pas d'essayer, qui arrête pas. C'est un grand truc de persévérance tous ces domaines. Et je pense que ça s'applique à tous les domaines. Toute cette idée de bah non, vas-y, fais-le. En fait, fais-le jusqu'à ce que ça marche. C'est pas si ça marche pas, j'arrête. Fais-le jusqu'à ce que ça fonctionne. Ouais, laisse aucune chance à ce que ça fonctionne pas. Voilà. Quoi. Si ça fonctionne pas maintenant, eh bah, travaille encore jusqu'à ce que ça fonctionne. Et quand ça va fonctionner, tu vas être heureux d'avoir fait ça. Si ça fonctionne pas, c'est que tu as encore des choses à apprendre. Donc trouve le moyen de les apprendre. Apprends-les. Trouve-les. C'est vraiment ça, je pense. Eh ben, merci beaucoup, Roman, ça fait plaisir d'être venu sur Nouvelle École. Les gens qui s'intéressent à toi, où est-ce qu'on les envoie? Alors, sur Facebook, c'est là-dessus que je mets le contenu le plus travaillé. Donc, c'est là où il y a souvent des passages scènes ou alors des vidéos un peu fiction. C'est vraiment les trucs les plus travaillés. C'est le vrai contenu. Et sur Instagram, c'est plus le truc un peu perso. Je fais des vidéos, on tape des barres. C'est beaucoup plus léger et tout. C'est beaucoup plus personnel. Et puis voilà, on essaie de rester joignable aussi. S'il y a des questions que les gens n'hésitent pas sur Instagram, je réponds beaucoup. Donc voilà, c'est les 2 principaux. Au top. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes,
Vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_nouvelle école. Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelleécolepodcast et les dons commencent à 2 € à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.